nous dirigeons à Boumerdès pour notre première affaire en Algérie. Il s'agit d'une petite ville côtière de Grande Kabylie, se situant à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, Alger. Keltoum Rekila est une jeune femme algérienne. Elle est née en 1988 ou 1989 au sein d'une famille nombreuse. Malheureusement, le père de famille décède. La famille Rekila est pauvre et il est difficile de nourrir tout le monde convenablement. L'adolescente grandit et souhaite fuir son quotidien. À 16 ans, vers l'année 2005, elle se rapproche d'un jeune homme qui est malheureusement consommateur de stupéfiants et l'épouse. Ici, on n'a pas son prénom, donc je vais lui donner un nom d'emprunt pour que ce soit plus facile pour la suite. Donc à partir de maintenant, on va le nommer Ali. Et petite parenthèse, je vous vois venir dans les commentaires. Mogo, t'as le nez balafré, qu'est-ce qui t'arrive ? Venez sur Instagram, je vous donnerai la réponse. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grand chose, une petite griffure. Enfin bref, je vous dirai ça en privé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est juste en bas. Enfin bref, reprenons notre récit. Comme je vous l'ai dit, l'homme qu'elle va rencontrer, on va le nommer Ali. Ce n'est qu'après leur union que la jeune mariée se rend compte des penchants de son époux. Ali n'est pas seulement un drogué notoire, il est dealer. Il se révèle aussi être violent, et plus particulièrement envers sa femme. Keltoum va subir cette violence dès les premiers temps de son mariage, mesquine. Si elle pense quitter son domicile afin de rentrer chez ses parents, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et pour cause, la jeune fille va tomber enceinte. Le mariage dure et il est teinté de violence. Keltoum accepte les coups et les menaces de la part de son mari. Maintenant, elle a désormais des enfants à protéger. Par la suite, un deuxième enfant est venu agrandir la famille. Ali, quant à lui, n'est pas une personne sérieuse ni responsable. L'homme cumule les vices et fait régner la terreur au sein du foyer familial. Il n'assure pas non plus financièrement le foyer et Keltoum se retrouve bien obligée de trouver une solution elle-même. Elle réalise une formation en pâtisserie et devient par la suite elle-même formatrice dans cette spécialité. C'est là qu'on voit à quel point elle était débrouillarde, une vraie battante. Keltoum et son mari sont désormais unis depuis 13 ans. À l'approche de la trentaine, la jeune femme songe poursuivre sa vie, mais uniquement avec ses enfants. Elle y réfléchit de plus en plus lors de sa troisième grossesse, et dès que l'enfant naît, Keltoum prend sa décision. Elle fait une demande de divorce, mais la procédure n'est pas prise en compte. Une femme seule avec 3 enfants, la situation ne peut pas exister. Keltoum se retrouve obligée de demeurer au sein du foyer familial. Un logement social au nom de son époux pendant 1 an. La jeune mère est obligée de vivre encore des mois terribles auprès de ce mari violent. Mais maintenant, il sait qu'elle désire s'en aller, donc la violence sera de plus en plus grande. Ali tente désormais d'égorger sa femme. Elle lui a fait subir une humiliation en exprimant le souhait de divorcer. Pour lui, elle doit payer. Keltoum va s'enfuir. Elle parvient à quitter les lieux et laisse ses enfants derrière elle. À ce stade, c'était malheureusement une nécessité. Elle était en danger. Si elle reste sous le même toit que son mari, c'est la mort qui l'attend. La jeune femme vit 7 mois au sein d'un centre d'hébergement. C'est une période difficile pour elle car elle n'a plus de lien avec ses enfants. Elle est seule et ne peut pas savoir ce qui se déroule désormais chez elle. Son mari retire sa fille qui est l'aînée de la fratrie de l'école afin qu'elle s'occupe de ses 2 frères. L'homme ne s'occupe pas de ses enfants même quand ils sont malades. C'est dire à quel point il s'en foutait complètement. Keltoum souhaite agir pour récupérer ses enfants. Elle a obtenu un rendez-vous avec un juge des mineurs, mais un problème survient. Le centre d'hébergement contrôle les déplacements des femmes y séjournant. C'est un lieu avec un règlement strict. Keltoum doit apporter énormément de documents auprès de l'administration de son lieu de vie afin de pouvoir sortir. On lui remet une autorisation de sortie, mais elle manque de peu le rendez-vous. Compte tenu de ce qu'elle vient de vivre, Keltoum ne souhaite plus vivre ici. La jeune femme quitte le centre et trouve refuge quelque temps chez des membres de la famille. Ces personnes semblent assez réticentes pour l'accueillir dans un premier temps, ce qui l'incite à trouver un lieu de vie rapidement. Alors ici, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Keltoum est une femme de 30 ans et on lui refuse de sortir du centre alors qu'elle a un rendez-vous important. C'est à se demander si c'est un centre d'hébergement ou une prison. C'est juste absurde. On lui demande une autorisation comme si elle était toujours sous la responsabilité de ses parents. Donc ici on comprend parfaitement qu'elle ait voulu s'en aller. C'est normal. Keltoum est dans une situation désespérée depuis plusieurs mois. Elle n'a pas de logement fixe et elle est sans argent. La jeune femme se sent si démunie qu'elle se rend à l'hôpital Mustapha d'Alger dans l'idée de vendre son rein. Vous avez très bien entendu, dans l'idée de vendre son rein. C'est là qu'on voit à quel point elle était désespérée, la pauvre. Et concernant cette demande, selon les sources, il n'y aurait pas eu de suite. Keltoum envoie des courriers désespérément à l'APC, l'Assemblée populaire communale.
C'est un organisme présent dans chaque commune. La jeune mère ne demande pas grand-chose. Elle souhaite juste obtenir un petit local afin d'accueillir ses enfants. Si elle veut les retrouver, elle doit être dans une situation stable. Keltoum n'a pas de choix, c'est une condition imposée par le juge. Elle n'a même pas de désir particulier sur le logement en question. Ça peut même être une cave ou un garage, peu importe. Elle souhaite également trouver un emploi et fait diverses demandes auprès des services publics, afin de trouver un petit endroit où elle peut exercer son activité de pâtissière. Keltoum trouve enfin de l'aide pour une location, mais on va lui mettre à nouveau des bâtons dans les roues. Les agences immobilières vers lesquelles elle se présente sont réticentes à l'idée de louer à une femme seule, et ce même si ses enfants doivent la rejoindre plus tard. C'est un nouveau coup dur pour la jeune femme, et elle doit redoubler d'efforts. Keltoum réitère ses demandes et fournit des garanties à ne plus en finir. Finalement, elle va enfin obtenir ce qu'elle demandait, un logement. La jeune femme ne perd pas de temps, et dès qu'elle a les clés, elle prend quelques affaires, s'installe et fonce récupérer ses 3 enfants. À ce stade, c'était le soulagement pour elle. Elle qui n'avait pas vu ses enfants depuis plusieurs mois. Je pense que pour la plupart qui ont des enfants ici, ça doit être un déchirement d'être séparé de ses enfants. Ça, c'est sûr. Et franchement, je le souhaite à personne, parce que Keltoum a dû souffrir de cette séparation. Enfin bref, Keltoum inscrit à nouveau sa fille à l'école. L'un de ses fils est malade depuis un petit moment, donc elle prend soin de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Elle s'occupe également de faire fabriquer des lunettes pour son autre fils qui a des problèmes de vue. Keltoum reprend son rôle de mère aimante et attentionnée. Elle n'a pas vu ses enfants depuis plus de 7 mois, donc elle prend bien soin d'eux. C'est la fille du couple qui s'est retrouvée dans le rôle de maman, mais c'est elle-même un enfant. La petite devait avoir 12 ans environ. Ce n'est pas un âge pour se retrouver à s'occuper de ses frères. Elle était beaucoup trop jeune pour avoir des responsabilités. Entre l'un qui a traîné une maladie longtemps et le second qui ne voyait pas très bien, ça devait être compliqué. Et aussi pour la maman Keltoum d'ailleurs, ça a dû être difficile de les récupérer dans cet état. Personne n'était là pour prendre soin d'eux les pauvres. Et vous avez compris que le père, il s'en foutait complètement. L'ex-mari de la jeune femme, et ce même après un divorce, se montre toujours aussi menaçant. Keltoum reçoit des vidéos et des messages constamment de sa part. Ali assure qu'il a de l'argent et qu'elle doit revenir. La jeune mère ne se sent pas en sécurité et se rapproche des autorités. Avec elle, elle fournit toutes les preuves en sa possession. Elle rappelle aussi qu'il a tenté de la tuer avant qu'elle ne quitte le domicile conjugal et qu'elle se retrouve en centre d'hébergement. Ali fait pression sur tout ce qu'il peut, comme par exemple ne plus verser la pension alimentaire pour les enfants. Il essayait par tous les moyens de lui pourrir la vie et qu'elle souffre. Peu de temps après, l'homme finit par se remarier. Keltoum apprend la nouvelle et se dit que les temps difficiles sont terminés. Si Ali semble aller de l'avant, il ne compte pas en rester là concernant son ex-femme. Donc monsieur a de l'argent, mais il ne fait pas soigner son fils malade. Et ce n'est qu'au retour de sa mère que le second aura des lunettes pour mieux voir. Soit il mentait dans le but d'attirer Keltoum, soit il disait vrai et il y gardait tout son argent. Je trouve ça tellement triste d'avoir un père de la sorte, c'est juste honteux en fait. Enfin bref, si vous doutiez jusque-là que Keltoum est une battante, vous allez avoir de nouveaux exemples. La jeune femme a des soucis de santé depuis plusieurs années. Elle est épileptique. Elle doit prendre un traitement, mais préfère s'en passer dans le but de rester lucide. La mère se bat chaque jour encore pour des petites comme des situations importantes. La DAS, la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité de la Wilaya d'Alger, ne lui verse pas la pension des enfants depuis des mois. Keltoum, en tant que mère seule, devait avoir des droits et des aides sociales, et elle comptait sur elle afin de s'en sortir. Déjà qu'Ali ne versait pas la pension alimentaire, ça devenait très compliqué pour elle. Keltoum va appeler à plusieurs reprises le centre d'écoute de Wassila. Il s'agit d'une structure d'aide pour les femmes. Ils vont les aider à s'orienter et leur permet de s'exprimer par rapport à leurs difficultés. Elle permet de fournir également des conseils en droit et bien d'autres domaines. Keltoum est assez isolée et ses appels lui donnent de l'espoir pour l'avenir, lui donnent du courage. Elle donne des nouvelles sur son quotidien car elle doit tomber régulièrement sur les mêmes interlocuteurs. Concernant sa recherche d'emploi, elle n'a pas été toute rose. Elle a été confrontée au harcèlement sexuel dans le domaine public et privé. Les personnes qu'elle rencontrait connaissaient peut-être sa situation et souhaitaient en tirer avantage. Cela la terrifiait, elle subissait un enfer. Malgré ses craintes et ses inquiétudes, la jeune femme garde la joie de vivre. Elle profite d'avoir retrouvé ses enfants et fait des petites sorties avec eux pour créer des souvenirs. Keltoum ne s'arrête pas là, elle a beaucoup de projets en tête. Elle a désormais pour projet de construire une maison pour elle et ses enfants. La jeune femme se trouve un terrain dans un quartier de confiance où elle connaît le voisinage.
Elle pourra également bénéficier d'aide de la part d'associations. Elle entreprend les premiers travaux et la structure de la future habitation prend forme. Le 8 février 2022 notamment, elle est accompagnée par Dalila, la marraine du réseau Wassila, dans quelques démarches, mais rien ne va se passer comme prévu. De nombreux problèmes vont se produire. La maison dont elle débutait la construction est détruite, contrairement à d'autres maisons du quartier. Keltoum est dévastée et se sent de plus en plus démunie face à son quotidien. La jeune femme souhaite récupérer une copie de l'ordre de démolition de sa maison. On la renvoie vers la brigade de gendarmerie et elle est accueillie par le chef de brigade. Keltoum et l'homme se connaissent déjà. C'est lui-même qui lui a permis de récupérer ses enfants. Mais concernant cette situation, la gendarmerie est impuissante. Cette décision a été prise par l'APC pour plusieurs raisons. À ce stade, je commence à me poser la question si cet organisme n'a pas un problème avec cette femme. Elle demande de l'aide, elle essaie de s'en sortir, mais toi, tu vas rien faire pour l'aider. Keltoum a des projets et on les brise en même temps que sa petite maison. Ici, il y a un grand manque d'empathie et de considération, malheureusement. Enfin bon, le temps passe et comme vous l'imaginez, ça va être de plus en plus sombre. Le 13 février 2022, Keltoum prépare ses enfants afin de les emmener à l'école. Elle accompagne sa fille en compagnie de ses deux garçons de 10 et 3 ans et ils rentrent tous les trois. La mère de famille se trouve au téléphone avec son frère et parle des dernières menaces reçues de la part d'Ali. L'ex-mari de Keltoum est toujours présent dans sa vie. Il ne veut toujours pas la lâcher. Son nouveau mariage n'a pas apaisé son cœur, loin de là. Il a toujours cette haine en lui face à son ex-femme. Un jour, une personne fait irruption dans la maison de Keltoum. Elle a à peine le temps de réagir que l'homme se jette sur elle. Elle le reconnaît directement, c'est Ali, son ex-mari. Les garçons qui se trouvent également dans l'habitation sont terrorisés. Ali est dans une rage folle. Il a un couteau à la main et il décide de l'utiliser. L'homme va poignarder la jeune femme à mort, ne lui laissant aucune chance. Elle perd la vie à 33 ans, sous les yeux de ses garçons. Ali quitte les lieux par la suite, dans l'intention de retirer sa fille de l'école. L'adolescente refuse de le suivre. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'empressement de son père ne la rassurait pas. Concernant les garçons, on ne sait pas s'ils ont suivi leur père ou s'ils sont restés cachés dans la maison. Donc ça reste un mystère. Keltoum a malheureusement perdu la vie. Elle laisse derrière elle 3 enfants meurtris par les événements. Une adolescente de 14 ans et 2 garçons de 10 et 3 ans. Ces mêmes garçons ont été auditionnés à plusieurs reprises par les officiers de police afin de retracer le déroulé de la journée. Ils ont malheureusement du mal à comprendre que leur mère est décédée. Ils ne comprennent pas. Des membres du réseau Wassila, qui l'accompagnaient, se présentent au funérarium afin de lui rendre hommage. La structure regrette que plus de mesures n'aient été prises afin d'assurer la sécurité de Keltoum. Elle constate que le départ de la jeune femme du foyer familial semble toujours remis en question, même après sa mort. La fille de Keltoum se retrouve démunie face au corps sans vie de sa mère. Elle était sous le choc, cette pauvre fille. Perdre sa mère alors que tu as 14 ans, vous vous rendez compte? Une employée de l'hôpital lui aurait d'ailleurs dit suffisamment fort pour que d'autres personnes l'entendent. C'est ton père. Quoi qu'il ait fait, c'est ton père qui l'a tué. Comme je le disais, quelle tristesse pour cette jeune fille qui doit traverser tout ça. Nous n'avons malheureusement pas connaissance de la suite de cette affaire. Et concernant les enfants de Keltoum, on n'a aucune information depuis les faits. Et je tiens à souligner que toutes les informations reportées proviennent d'un témoignage en particulier, celui de Dalila la marraine du réseau Wassila. Sans elle, on n'aurait jamais entendu l'histoire de Keltoum Rekila. Je tiens d'ailleurs à terminer notre première affaire par ces mots. Celle d'une femme qui a été choquée et attristée par cette histoire. Keltoum n'est pas seulement une victime de féminicide qu'on va enterrer rapidement pour l'oublier. Elle a été une jeune femme dynamique, avec des projets, une aspiration à être autonome et dont le défi de rendre ses enfants heureux. Elle n'était pas la victime abattue et larmoyante. C'était une femme forte, le regard droit, à la parole claire. Je vais vous parler de notre protagoniste, Assia Matoug. C'est une femme de 46 ans, d'origine algérienne. Assia travaille, mais je n'ai pas de précision sur sa profession. Elle est mariée depuis 19 ans à Lakhdar Matoug. Il est âgé de 50 ans, mais elle semble le connaître depuis 20 ans déjà. Petite précision ici, au sujet du mari d'Assia. Les articles de presse le nomment parfois Youssef. Et je vous avoue que ça a été assez compliqué pour moi. Oui, ça a été un peu compliqué de savoir quel était le véritable prénom. Ici, tout le long de l'histoire, on va rester sur le prénom de Lakhdar, histoire de ne pas se perdre. Bref, reprenons notre récit. Le couple a 3 enfants, âgés de 8 ans, 14 ans et 17 ans. La famille Matoug vit à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. La vie là-bas est loin d'être simple pour la famille Matoug. L'appartement dans lequel elle réside n'est pas très propre
et il est un peu petit pour les 5 membres de la famille. Il n'y a pas assez de chambres et de lits pour tout le monde. D'ailleurs, est-ce que vous avez connu les lits superposés? J'en ai pas des bons souvenirs, hein. Dormir en haut et tomber là en pleine nuit, ouh, ça fait mal. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs tout ça. Enfin bref. Les Matoug vivent dans la promiscuité tant bien que mal. La vie de famille suit son cours jusqu'à qu'Assia Matoug disparaisse soudainement. Lagdar, fou d'inquiétude, dépose une main courante le 6 février au commissariat au sujet de la disparition de sa femme. Assia est partie de leur domicile de Montreuil dans la nuit du 30 au 31 janvier et depuis, il n'y a plus de nouvelles d'elle. Lagdar s'exprime sur son compte Facebook au sujet de la disparition de sa femme. Il va dire que ça fait 6 jours qu'il n'a pas dormi. C'est ce qu'il va écrire le jour même où il a fait part de la disparition d'Assia au commissariat. Le mari semble désemparé et il a déjà entamé des recherches de son côté. Un de ses enfants poste un avis de recherche sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de retracer le parcours de sa mère. Ses proches sont inquiets au fur et à mesure que les jours avancent. La mère de famille est partie avec sa pièce d'identité, mais d'autres éléments essentiels sont restés chez elle, comme sa carte bancaire ou son passeport. Malgré les messages et les appels, son portable dirige directement ses potentiels interlocuteurs vers sa boîte vocale. À partir de maintenant, on rentre dans la partie qui pourrait choquer nombreux d'entre vous. Donc s'il vous plaît, faites attention à la suite des événements. Le 13 février, des employés municipaux du parc des Buttes-Chaumont, situé dans le 19e arrondissement de Paris, découvrent des sacs d'ordures en début d'après-midi. Les sacs contiennent des membres humains. La scène est effroyable. La police est rapidement contactée suite à ces macabres trouvailles. Des recherches plus approfondies dès le lendemain permettent de découvrir d'autres restes humains à proximité des voies ferrées, toujours dans le même parc. La victime est identifiée officiellement le lendemain grâce aux empreintes digitales. Il s'agit d'Assia Matoug, qui a été signalée une semaine auparavant par son mari. La cause de la mort est rapidement établie par un médecin légiste. Assia a été étranglée à mort. Malgré tous les efforts des policiers sur place, le corps complet d'Assia n'est pas retrouvé. Donc il y avait des morceaux manquants, c'est dire à quel point c'était glauque. Le parquet de la ville de Paris ouvre une information judiciaire pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavre. L'enquête pour disparition se transforme en enquête pour meurtre et est confiée à un juge d'instruction. Lagdar Matoug est convoqué le 14 février par des agents de police. Ils vont lui dire que des restes humains qu'ils ont retrouvés dans un parc étaient ceux de sa femme. Le domicile familial fait alors l'objet d'une perquisition. Des appareils électroniques, portables et ordinateurs sont récupérés dans le but d'être analysés. D'infimes traces de sang sont décelées dans la salle de bain et dans la cuisine, sans que cela n'alerte particulièrement les enquêteurs. C'étaient des traces relatives à des blessures mineures qu'on peut se faire au quotidien, donc c'était pas très intéressant. Et comme toujours, les investigations de la police débutent toujours dans le cercle proche de la personne concernée. Les enquêteurs s'intéressent à son mari, ainsi qu'aux témoignages qu'il a pu faire lors de sa visite au commissariat. Assia, quant à elle, n'a pas donné de signe de vie depuis le 30 ou le 31 janvier et elle n'est reportée disparue qu'une semaine après. Pourtant, Assia n'a pas pour habitude de disparaître plusieurs jours. C'était pas du tout normal, c'était quelqu'un assez proche de sa famille et elle n'avait aucune raison de partir comme ça. Les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble prouvent que Assia Matoug n'a en aucun cas quitté les lieux ce soir-là et on n'a pas plus de traces d'elle dans les jours qui suivent. L'enquête de police se poursuit en parallèle de la découverte des restes d'Assia. Lagdar Matoug a acheté un nouveau téléphone portable le 30 janvier, ce qui coïncide avec la date de disparition d'Assia. Lui qui assurait également s'être rendu dans certains lieux de la capitale dans le but de trouver Assia, a en réalité menti aux enquêteurs. Le bornage de son téléphone ne correspond pas à ses déclarations. Il était en train de mentir. Le frère et la sœur d'Assia sont auditionnés afin d'obtenir des renseignements sur la disparue. Ceux-ci ne croient pas vraiment les dires de leur beau-frère. La sœur d'Assia révèle qu'elle a eu une conversation téléphonique avec la mère de famille le 28 janvier. Celle-ci lui avait révélé avoir peur pour sa vie. C'était donc 2 jours avant la date de sa disparition. L'homme devient immédiatement le principal suspect dans l'affaire. Lagdar Matoug est mis en examen pour meurtre sur conjoint le 25 février. Il avoue être responsable du meurtre au bout de sa 3e audition au commissariat. L'homme raconte tous les détails de sa vie aux enquêteurs. Le couple vit dans un appartement de 4 pièces, un F4. Mais ils sont dans une situation précaire. Lagdar dort dans un lit avec ses jeunes enfants. Assia préfère dormir dans le canapé de la maison, tandis que le fils aîné dispose de sa propre chambre. L'appartement est insalubre.
La famille Matoug côtoie les insectes de toutes sortes qui pourrissent le quotidien. Et la situation financière du couple est au plus bas. Lagdar est en arrêt maladie depuis l'été 2022 et Asia, qui semble-t-il, est en contrat intérim ou CDD, voit son contrat de travail terminé. Donc là on voit que la vie n'était pas facile du tout dans leur famille. Et malheureusement, un jour, tout va finir par éclater. Les tensions naissent dans le foyer et il y a de plus en plus de problèmes. Et voici une phrase que Lagdar va révéler. Depuis des années, tout tombe sur moi. C'est moi qui m'occupe des enfants, qui paye, qui fait tout. Elle s'en fichait de tout. Bah Lagdar, si tu fais des enfants, tu les assumes, bordel, c'est tes enfants. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, sérieux. Concernant le jour des faits, Lagdar s'exprime. Depuis quelque temps déjà, il soupçonne sa femme de lui cacher certaines choses. Il a repéré des liasses de billets en sa possession, des billets de 50 à 100 euros d'après lui. L'homme s'approche de sa femme et lui demande de l'aide. Il veut qu'elle lui prête un peu d'argent car son salaire a été baissé suite au prolongement de son arrêt maladie. Asia lui aurait assuré ne pas avoir d'argent. Mais son mari lui reproche des achats incessants qu'elle cache dans la maison. Lagdar exprime son intention de partir, de quitter le foyer et de la laisser seule dans cette situation. Il a voulu s'emparer du sac à main d'Asia, mais cette dernière ne l'a pas laissé faire. Asia s'est jetée sur son mari, lui criant qu'elle ne donnerait rien, que c'était son argent à elle, et seulement à elle. Lagdar rattrape sa femme et parvient à esquiver un coup de poing. Il place son bras autour de son cou, et comme elle continue d'agir, il serre de plus en plus fort son étreinte. Il a serré le plus fort possible afin qu'elle ne crie pas. L'homme assure avoir paniqué concernant la situation, et il est resté de longues minutes comme ça, jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Suite à la mort de sa femme, Lagdar Matoug songe à mettre fin à ses jours. Mais c'est pas du tout ce qu'il va faire. Le soir même du crime, il envoie ses enfants dîner dans une pizzeria, qui n'est pas très loin de l'appartement. Seul, il peut réfléchir à la suite des événements, qui, comme vous le savez, va être horrible. Il fait ainsi croire à ses enfants pendant 2 jours que leur mère est malade et qu'on doit la laisser tranquille. L'homme a disposé le corps de sa femme sur le canapé sur lequel elle avait l'habitude de dormir pour que son histoire soit cohérente. Au terme de ces 2 jours en cohabitation avec le corps, Lagdar estime qu'il est temps de s'en débarrasser. Il doit démembrer le corps afin de passer inaperçu en sortant de l'appartement avec. Et l'homme va se munir de plusieurs éléments. Des bâches, des sacs poubelles, une meuleuse et des gants. Lagdar boit de l'alcool et débute sa terrible tâche qui lui prendra entre 1 et 2 heures. Le corps d'Asia est divisé en 7 morceaux que son mari peut aisément transporter dans 3 sacs poubelles. L'homme fait 3 allers-retours entre son domicile et le parc des Buttes-Chaumont entre le jour même et le lendemain. Lagdar procède de la même manière. Il dispose un sac poubelle dans un caddie, il prend le bus et va à sa destination. Il disperse sur place les restes d'Asia, ainsi que sur les anciennes voies de chemin de fer avant de rentrer chez lui. Lagdar prend son portable et envoie des messages sur le téléphone d'Asia, lui demandant où elle est et pourquoi son téléphone est éteint. Je fais une petite pause ici parce que l'histoire est complètement dingue. Dire que tout ça s'est déroulé à Paris, c'est tout simplement choquant. Et le pire, c'est que c'est hyper récent. Ça se trouve, tu prenais ton métro pour aller au taf, et là, t'as ce malade de Lagdar avec son caddie qui disperse des corps humains dans tout Paris. What? C'est dire à quel point cette histoire est dingue et monstrueuse. Et en plus de ça, le corps d'Asia est resté dans le foyer Matoug à proximité des enfants pendant 2 jours. L'annonce de sa mort a dû être terrible pour eux. J'imagine même pas leur tête quand ils ont appris toute cette histoire. Enfin bon, continuons parce que c'est du n'importe quoi. Apparemment, Lagdar est dévasté par son acte. Permettez-moi d'en douter. Tu l'as quand même démembré, donc c'est un peu trop facile d'être dévasté par ton acte. Enfin, je sais pas, ça me surprendra toujours les gens qui pleurent après avoir fait des choses aussi terribles. C'est un peu trop facile, mais dites-moi ce que vous en pensez. Lagdar assure ne jamais avoir eu l'intention de tuer Asia. Il dit que ce n'était pas une action préméditée. Selon lui, aucun acte violent n'a eu lieu au sein du foyer. Il a agi sous le coup de la colère et il souhaite que ses enfants lui pardonnent. Le meurtrier conduit les enquêteurs vers le lieu où il a déposé le tronc d'Asia. C'est le dernier reste à avoir été abandonné. Le sac a été déposé dans un amas de broussailles, un peu dissimulé contrairement aux autres sacs, ayant servi au transport du corps d'Asia. L'avocate de l'accusé fait part de la mise en examen de Lagdar Matoug auprès de la presse. Le jour même, il est reçu par le juge des détentions et des libertés en vue d'un placement en détention provisoire. Il est incarcéré en fin d'après-midi. La qualification pour assassinat a été abandonnée. On estime que le geste de Lagdar Matoug n'a pas été calculé à l'avance. L'avocate du suspect exprime la pensée de son client. L'homme assure être toujours profondément amoureux d'Asia.
Alors pourquoi tu l'as tué, bordel? Pour moi ici, j'ai juste l'impression que c'est un menteur qui essaie d'avoir une peine réduite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, j'attends vos hypothèses avec impatience et vos avis sur toute cette affaire. Bref, il assure être toujours amoureux de sa femme. Et si les restes d'Asia ont été placés dans ce grand parc, c'était apparemment dans l'espoir d'être retrouvés. Lakhdar aurait choisi ce lieu particulier, très fréquenté, car il savait que le reste de sa femme finirait par être découvert. Le père de famille ne s'est pas débarrassé des restes de son épouse à proximité du domicile familial, mais dans un lieu suffisamment éloigné pour qu'il soit obligé de prendre le bus. L'homme a agi de manière assez mécanique, sous le coup de la sidération. Il n'était pas en capacité d'avouer ce qu'il a fait face à ses enfants et d'assumer sa responsabilité dans la mort de sa femme. À ce jour, comme l'affaire est récente, il n'y a aucune date de procès. Je suppose que tout ça prendra énormément de temps. En tout cas, l'avenir nous le dira. Si j'ai des nouvelles concernant ces deux affaires, je vous ferai des updates. Et notamment sur mon Instagram Mogota-sama. Donc n'hésitez pas, venez me suivre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous êtes toujours aussi nombreux et toujours aussi bienveillants dans les commentaires et très gentils, donc ça me fait chaud au cœur. Merci et encore merci, je vous le dirai jamais assez. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. Prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.